Cet épisode a une distance de 12 km à un pace de 5 minutes 30. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Salut Coach Bill. Salut Coach Isa. T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. C'est mardi, je pense. J'ai mon ami Seb qui m'a écrit, il dit cours-tu demain midi? On se rappelle que lui, il est dans le coin de Québec, puis moi, je suis dans le coin de Trois-Rivières. Ouais, probablement. Pourquoi? Ah, il dit ça fait longtemps que j'ai l'idée d'aller courir avec toi un midi, puis je descends, j'y vais. Puis demande donc à Kev s'il est disponible aussi. Je demande ça à Kev. Il dit hey, c'est sûr, je suis partant. On a fait notre run du centre-ville, on est allé, il faisait beau là, c'était vraiment une journée d'automne parfaite. On est allé le long du fleuve Saint-Laurent, remonter la rivière Saint-Maurice avec les couleurs, puis ceux qui connaissent là, le boulevard des Chenaux avec les arbres, là, c'était magnifique. Puis au-delà du décor, vraiment courir avec mes deux chums, là, c'était du bonheur pur. Improviser sur l'heure du dîner, c'est vraiment cool. Là. Imagine. Fait que c'était très très cool. Et toi, tu courais cette semaine? Oui, j'ai aussi fait une course sur l'heure du dîner avec toi. Puis c'était ma première longue depuis un long moment. Ça m'a fait du bien au moral, à l'ego et au corps. Mais fait que c'est ça. Fait que je me suis payé une longue. Oui, puis c'était exactement le même tracé dont je parle. Puis on a un peu improvisé. Là. On n'était pas parti pour faire ça. Puis j'arrivais avec un 5. Ouais. Puis là, tu me dis, d'habitude, on part par là quand on fait un 10. Ouais. Fait que, on le fait-tu? Ah ouais, on l'essaye. Oui, c'est une belle semaine de course. J'ai été chanceux. J'ai couru avec plein de gens. Ouais, Coach Isa, tu sais, hein, on en a parlé d'être inactif ou actif, puis on a bien de la misère à pas bouger, nous deux. Fait que après la course, on s'est décidé à grimper maintenant. Oui, puis pour vrai, je pensais pas aimer ça autant que ça. C'est vraiment complémentaire à la course. Ça travaille la force, l'endurance. Ça vient travailler le haut du corps. Fait que ça vient faire changement de nos petites pattes qui courent. Oui, totalement. Puis justement, en regardant où m'équiper, parce que ça prend des patentes pour faire ça aussi, mais je me suis rendu compte que chez Altitude Sport, ils ont tout un rayon pour l'escalade. Les souliers, les harnais, les mousquetons, etc. Puis évidemment, ils ont tout ce qu'il faut aussi pour nous, les coureurs avec toutes sortes de marques, les Hoka, New Balance, Saucony, Salomon, ASICS, Brooks, etc. Fait que tout pour préparer vos runs d'automne et d'hiver. Fait qu'on en a parlé, ça fait quelques mois. On n'oublie pas la livraison, ça se fait le lendemain partout au Canada. Puis même si tu es à Montréal, ça se fait le jour même. C'est super pratique si tu as envie de tester ta nouvelle bébelle ou tes nouveaux souliers rapido presto. Puis si jamais tu as pris une mauvaise grandeur ou quelque chose qui fonctionne pas avec ce que tu as acheté, ben tu as juste besoin d'un code QR puis le retour est super simple. En plus, on a toujours notre code promo entre deux courses pour avoir jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Les liens et conditions sont dans la description de l'épisode. Que tu sois coureur ou grimpeur ou juste amateur d'aventure, on va voir sur Altitude Sport puis tu vas avoir tout ce qu'il faut pour t'équiper. Hey, la fameuse saga de Strava et Garmin, Coach Isa, savais-tu que c'est terminé? Non, ouais. Je pensais que t'allais me dire, c'était pas vrai. Non. Okay, non. Non, c'était totalement vrai, mais finalement, sans qu'il y ait aucune autre information qui ait coulé dans les médias de négo ou whatever, Strava ont finalement retiré leur plainte à Garmin. Pour vrai? Ah oui, ça s'est tout simplement fini comme ça. À quelques jours de l'échéance là, qu'il avait mis, parce qu'il avait dit à Garmin, vous n'avez plus le droit de vendre des montres, des cyclomètres, puis toutes les bébelles qui peuvent traquer une course ou du vélo. Puis le 1er novembre, il faut que vous arrêtiez de vendre vos trucs. Parce que vous enfreignez certains brevets qui nous appartiennent. Ça a parti de même, puis là, le monde dit, voyons, Strava qui s'attaque à Garmin. Je dis, ils ont vraiment besoin d'eux autres. C'est eux autres qui leur donnent leur pain et leur beurre, puis qui amènent des données dans la plateforme.
Puis finalement, ben c'est ça. Ça s'est vraiment tout négocié en arrière-plan parce que Strava a changé leurs termes et conditions pour plier sur ce que Garmin lui avait demandé pas longtemps avant, d'identifier la source des données, de dire ben ces données-là ont été capturées sur un périphérique Garmin. Ce qu'ils ont fait que Strava a complètement plié à ce que Garmin demandait, puis ils ont retiré leur plainte. Ce qu'ils voulaient, c'était un peu, je pense, là, c'est mon analyse à 2 cents, leur faire peur avec une poursuite comme ça pour essayer d'avoir un peu de levier puis montrer un peu leur force dans le marché. Mais finalement, ils ont juste backtracké. Là. Fait que tout est identifié que c'est du Garmin. Ils ont changé ils ont accepté les demandes que Garmin faisait puis ils ont retiré leur plainte, tout simplement. OK. Fait que sur Redley, inquiétez-vous pas, vous allez avoir toujours vos données dans Strava si vous avez des équipements Garmin. Par contre, moi, je te dirais, ça m'a un petit peu écœuré, cette histoire-là, de voir que ça venait public, puis que ça a mis de l'incertitude à tous les coureurs ou les cyclistes qui utilisent Strava. Puis ça a penché un petit peu dans la balance. Moi, je m'étais abonné et je pense que ça doit faire 8-9 ans que je suis abonné à Strava, certain, là. J'ai le goût entre 2015 et 2018. Là. Je suis pas sûr, là. Je pense que c'est quelque chose comme 2018 que j'étais abonné de façon continue. Puis j'avais pris mon abonnement style un mois avant le marathon des couleurs là, qui était en début octobre. Ben cette année, j'ai enlevé mon renouvellement automatique quand j'ai vu ça. Puis j'ai dit, je vais voir, je vais attendre. Finalement, je l'ai laissé échoir et je suis à ce jour plus membre Strava. Comment tu te sens? Ça m'est arrivé déjà 2 fois où je me dis, ah, tiens, j'aurais aimé ça, je l'aurais eu besoin. Fait que je m'en sers un peu comme un moment clé pour voir de quoi je me servais. Parce que, tu sais, des fois, on paye pour du premium comme ça, puis tu te rends compte que j'ai pas besoin, puis je m'en sers pas, là. Tu sais, il y a bien des métriques, là, tu sais, c'est cool, les petites analyses d'intelligence artificielle qu'ils font sur chacune des courses, mais dans les faits, je les lis pas tant, là. T'sais. Mais mettons, trouves-tu ce que tu voudrais, ce que tu voulais aller voir sur Garmin? Je suis même pas allé voir. En fait, ce que je me servais de Strava, c'était surtout pour faire des tracés. Puis là, l'autre fois, tu m'as dit, hey, tu me ferais-tu un tracé? Ah ben oui! Oh shit, j'ai plus accès à cette partie-là. Fait que là, j'étais un peu à la recherche d'une plateforme pour faire mes tracés. Les 2-3 que j'ai regardés à date, là, MapMyRun ou Run with GPS, ça me donne pas la même aisance, je dirais, que ce que j'avais sur Strava. C'est peut-être juste une question d'habitude. Fait que j'ai pas trouvé d'autres plateformes encore là, où j'étais aussi fluide. J'étais abonné justement à Strava. J'ai fait 1 an aussi à cause de toi. Puis vois-tu, j'ai jamais fait mon tracé avec Strava. J'ai toujours pris Google Maps. Ah puis ouais, je vais positionner mes points. Ouais. OK. Ben, moi, j'aimais bien Strava. Tu sais, je trouvais que ça me donnait le dénivelé. Il va se coller ses routes tout seul, à moins que je lui dise, non, ici, laisse-moi faire. Puis là, je peux passer, mettons, dans un parc qui est pas de route. Il y a quand même des affaires assez cool. Puis, dans les derniers 2 ans, je dirais à peu près, là, ils ont rajouté des propositions. Tu dis, je veux partir de telle place, je veux faire entre 8 et 10. Ben, ils te proposent 2-3 trajets. C'est cool, là. L'autre bébelle, je pense que c'était mes objectifs mensuels là, ou annuels, etc. Je m'étais dit, mettons, je vais faire tant de kilomètres par mois, tant de kilomètres par année ou par semaine. Ben là, je les ai plus. Fait qu'il faut que je le calcule à mi-temps ou je vais voir dans d'autres choses. Puis l'application Commute? Hey, c'est drôle que tu en parles. Je pense que je vais l'essayer un petit peu plus parce que j'ai lu que Garmin avait fait un partenariat avec Commute, justement avec les petites chaînes de Strava. Je pense qu'ils voulaient se diversifier un peu. Fait que ça se pourrait que cette application-là prenne du galon puis aille chercher des parts de marché à Strava. En tout cas, on l'avait beaucoup apprécié quand on a fait nos one trip. Peu importe où tu te déplaces, tu rentres la ville, puis tu dis, je veux des courses, ça en sort quand même plusieurs, là. Ben, je l'ai pas, tu vois, j'ai même pas pensé à celle-là pour essayer de faire des tracés. C'est peut-être que ça va répondre à mon besoin. Ceci étant dit, fait que là, je suis orphelin d'abonnement. Puis j'étais comme plus fru après Garmin qui avait sorti une portion par abonnement. Mais je l'ai pas essayé encore. Mais là, je me dis, mettons, avant de repayer pour un Strava, ça se pourrait que j'essaye l'abonnement Garmin, tu sais, le mois gratuit là, pour voir si ça répond à mes besoins, avant de retourner vers un abonnement Strava payant. Mais mettons, là, en faisant ça, tu vas-tu te créer des besoins? Ou il y a des choses que tu cibles que tu aurais besoin mais que tu n'as pas? Ben, tu sais, ça fait à peine 1 mois là, que je suis plus membre Strava. À date, c'est vraiment ça. Fixation, le suivi de mes objectifs, de kilométrage, puis de faire mes tracés. Fait à voir, là, mais pour l'instant, je suis là. Tu nous reviendras avec ça. Yes.
Parlant de Strava, justement, ils ont fait un partenariat aussi avec Airbnb en Angleterre pour faire une espèce de promotion ce qu'ils appellent des runcations, aller courir quand on est en vacances. Puis ça rappelait un peu nos run trips. De justement dire, ben OK, on part, on s'en va quelque part, puis on court. Fait qu'eux voulaient faire un peu la promo de ça. Là. Je pense que c'est juste une campagne marketing. Je pense pas qu'il y ait vraiment de bénéfices ou whatever. Là. J'ai vu une petite vidéo, en fait c'est Kev qui me l'a envoyé, qui dit des fois je calcule comme ça, puis suivez-moi bien, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle, puis ça me parlait. C'est un gars qui part, qui dit bon, il dit aujourd'hui j'ai 14 kilomètres à faire. Fait que je vais faire un aller-retour, ça veut dire 7 allées, 7 retours. Puis là j'ai déjà 2 kilomètres de fait. Fait qu'il me reste 5 kilomètres à faire avant de tourner de bord. 5 kilomètres, c'est une petite run, il n'y a rien là. Fait que j'ai quasiment fini dans le fond ma course. Fait que, il y a juste 2 kilomètres de fait. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup le calcul, puis moi aussi ça me parle. C'est pas rare que je calcule comme ça. Oui, on fait ça. Puis là, on part, puis on refait le calcul au fur et à mesure. T'es rendu à 4 kilomètres. Tu fais OK, fait que là, dans le fond, il me reste juste 10 kilos. 10 kilos, ça se fait bien, tu sais. Ah, c'est correct. C'est exact. On est vraiment juste pour se divertir le mental. Un gars qui a profité du changement d'heure cette semaine pour battre le record de demi-marathon. Ben non. Ouais. Il est allé courir en pleine nuit? Il est allé courir en pleine nuit. Fait que pour faire son demi, ça y a pris 53 minutes. Donc, oui, 1h53 minutes dans le fond, qui est quand même un bon temps sur demi. Mais il l'a fait pile dans le changement d'heure. Fait que à sa montre au départ, il était comme 1h51, puis il était 2h46 quand il a fini. Je trouvais ça très, très original. Ouais. L'autre très original que j'ai vu, encore une fois sur Strava, il y a une femme qui a posté son accouchement sur Strava. Okay. Qu'elle a dit donner naissance, tout simplement, pendant 5h37 pour une moyenne de 81 BPM. Puis ça précise que c'était son plus long entraînement sur Strava. C'est bon. Quand même. Mais je suis surpris, 914 calories, là, je trouve ça très peu. Ouais. D'après moi, tu dois travailler plus fort que ça quand t'accouches, là. Ben, tu sais, Strava, il n'y a sûrement pas une catégorie accouchement. Puis la variation de sa fréquence cardiaque, probablement qu'il y avait ça. Il y avait des pauses de récupération. Ouais. Fait que c'est en fonction de la fréquence cardiaque, là, la dépense de calories, là, c'est estimé. Ouais. Fait que, tu sais, 81 BPM, c'est pas super rapide. Fait que c'est une dépense. Strava a dit c'est une dépense énergétique normale, là, tu sais. Ouais, en 5 heures, tu aurais probablement dépensé. Peut-être un petit peu moins, là, mais autour de 900 calories. Fait que si on regarde le tracé, il doit y avoir des méga pics, mais ben des bouts, comme tu dis, où sa fréquence cardiaque va être très basse. Mais peut-être pas. Si, mettons, à partie d'entraînement en muscu, il n'y a pas de tracé. Non, pas un tracé GPS, le tracé cardiaque. Ah. C'est-à-dire qu'il y a des pics, mettons que, OK, là, j'imagine, là, que le cœur doit monter à un moment donné quand tu pousses, là. Ben écoute, je me fie dans l'expérience, moi je l'ai pas fait. Je n'aurais pas te dire. Non, t'as pas fait ça. Tu n'y as pas pensé, hein? Non. Ouais, c'est ça. L'autre, on dit toujours que ça fait du bien au mental, puis il y en a un qui dit, si tu te sens courir, pardon, j'ai sauté un bout, il dit, si tu te sens triste, ben va juste faire une run. Tu vas réaliser que ton physique est encore en plus mauvais état que ton mental. Ouais. Puis la dernière que j'ai vue qui me faisait rire, c'est une conversation entre quelqu'un puis son cerveau. Puis son cerveau, il dit tu peux pas faire quelque chose dehors, là, il fait noir, il fait fret, c'est pas le temps d'aller dehors. Puis la personne répond il y a sûrement pas de danger, là, c'est bien correct, là, je suis capable d'aller courir, là. Cerveau, non. Mets-toi des pantalons mous, mets-toi lousse, assis-toi, mange des glucides, c'est pour ta survie. Mais là, je suis pas un animal qui hiberne, là. Hey, j'ai dit pantalon mou et glucides. Maintenant! Ça revient à ce que tu racontais l'autre fois, de dire qu'avec la noirceur, la froideur, etc., il y a vraiment, vraiment un effet physique sur notre corps où notre nous ancestral, mettons, là, cherche justement à survivre, à baisser ses dépenses puis à faire des réserves. Là. Hey, c'est pour ça, l'automne, l'hiver, il faut vraiment se parler pour dire... Il fait fret, il fait noir, trop de bonheur à matin, puis là tu fais comme c'est pas grave, faut que j'aille mes souliers, faut pas que j'écoute mon cerveau. Il y a vraiment un gap à comparer l'été, par exemple. Oh oui, clairement. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on dit à tout le monde de ne pas faire, mais qu'on fait tout comme coureur, ne pas suivre son plan d'entraînement. Donc plutôt que de se dire, bon, faut pas faire ça, ne pas suivre son plan d'entraînement, on va parler
de comment on fait ça, ne pas suivre un plan d'entraînement, puis c'est quoi les risques qui sont associés à ça. Fait que c'est un peu en éducation, c'est la même chose. Tu dis à des enfants, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Non, l'idéal, c'est de montrer comment faire les choses. Si tant qu'à le faire, comment tu vas le faire? Mon meilleur exemple, c'est toujours, si je te dis, pense pas à un éléphant. C'est ça. C'est fait. Exactement. C'est ça. Fait que oui, t'as raison, là, c'est tellement plus pertinent de dire quoi faire comme transfert. Fait qu'il y a 2 enjeux. Il y a ne pas respecter un plan, donc éviter de faire certaines sorties, mais il y a aussi le fait d'en faire plus parce qu'on se sent fort cette journée-là, on se sent en forme. Tu regardes ta montre, puis ta montre te dit que tu as eu un super bon sommeil, ta body battery est à 100%, puis que là, tu pourrais faire une course aujourd'hui parce que tu es dans un état particulier qui va pas durer pendant des semaines, hein, comme moi ce matin. Puis là, tu as envie, tu te dis, hey, moi, j'avais dans mon programme de faire 5 km, tu te dis, bah, je pourrais aller faire ma longue aujourd'hui. C'est pas pour rien que dans ton plan d'entraînement, c'était pas aujourd'hui qu'il y avait un 10 km, puis qu'aujourd'hui, c'était juste un 5, juste un 5 entre guillemets, puis que c'était reporté à dans 4 jours. Donc, c'est un peu autour de ça que ça va tourner, essayer de prendre des décisions intelligentes, de pas se mettre des bâtons dans les roues, puis idéalement, de performer le plus possible. Puis là, ici, on s'adresse pas nécessairement à des athlètes, on s'adresse à monsieur, madame, tout le monde qui s'inscrivent à des événements, qui veulent battre leur temps personnel, tout ça dans un but ludique. Oui. Ou tu sais, juste être... on parlait tantôt de faire des runs avec des amis. Là. Si tu sais que tu en as une en fin de semaine avec des amis, tu vas être en forme. Là. Tu vas avoir du plaisir, suivre, pouvoir jaser toi aussi. Fait que des fois, notre pic de forme, il n'est pas toujours pour un dessin de performance, mais juste de confort ou de plaisir. Là. Exactement. Fait que mettons qu'on part ça, on commence au début. À quoi ça sert un plan d'entraînement? Une grande question, hein? Oui. Ben, moi, ce à quoi je trouve ça sert plusieurs choses. Premièrement, mettons que tu es tout seul puis tu fais ton plan à toi, ben c'est sûr que ça te donne un canevas, une structure de, tu sais, pas réfléchir puis d'exécuter quelque chose qui a justement été déjà pensé d'avance. Soit par une application qui a assurément certaines notions là, en arrière, là, que ce soit de l'IA ou que ce soit des plans Canva, justement, qu'on te garde part pour un premier 5 faire 5 fois une, demain 6 fois une, etc. Tu sais, c'est des affaires qui ont été testées. Fait que tu réfléchis plus quand tu le fais, ça a été fait avant. L'autre chose, c'est que ça donne, je trouve que ça donne un bel outil de communication aussi quand tu as un coach pour discuter. C'est comme ton contrat entre toi et ton coach de garde. C'est ça que tu vas faire, puis là, après ça, tu discutes de qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Oui, effectivement. Puis j'ai envie de rajouter aussi, tu sais, quand tu pars, mettons tu commences à courir ou ça fait quelques années que tu cours, ça fait des années que tu es suivi par un coach ou tu as des plans d'entraînement, puis là tu te dis, bon, cette année, ça me tente pas de payer pour ça me tente pas, je veux y aller vraiment au feeling. Au début, ça peut bien aller, mais après plusieurs semaines, te lever le matin, puis là tu te dis, bon, essaye de scanner son corps, je vais combien aujourd'hui sur 10? Ça peut être difficile d'aller gager, est-ce que je vais faire une longue, est-ce que je vais faire une courte, est-ce que je fais des intervalles? Il n'y a pas nécessairement de suivi. Si tu y vas de façon aléatoire, tu as fait tes intervalles le mardi, tu arrives le samedi, tu fais « Ah, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'intervalle. Oh, on va partir ça, j'ai le temps aujourd'hui, go! » Là, tu as fait 2 séances d'intervalle dans ta semaine, il y a des risques de se blesser. Donc, ça vient, comme tu l'as dit, créer un canevas, une structure sur laquelle s'appuyer pour faire un entraînement intelligent. Mais je t'écoute, j'ai une question pour toi. Je serais curieux de voir c'est quoi la proportion des gens qui se lèvent un matin sans plan puis se disent aujourd'hui je vais faire des intervalles. Je pense que c'est rare. Ben, ça dépend. Il y en a qui vont je sais pas, tu vas à un événement, tu fais ton 5 km, tu avais prévu, tu dis, bon, ben moi, je vais le faire en bas de 30 minutes. Puis là, tu fais ton 5 km, puis là, tu le fais en 33, 35. Là, tu jases de ça avec tes amis. Moi, je voulais faire ça en bas de 30 minutes. Puis, tu devrais faire des intervalles. Tu fais des intervalles? Ah non, je fais pas d'intervalles. Ben, fais ça des intervalles. Hey, moi, là, j'ai cassé mon temps. Là, je faisais ça en 30 minutes. Puis là, je fais du garde, je le fais en 22. Là. Bon, j'exagère, là. Fait que là, tu vas partir, puis bon, ben, je vais aller faire des intervalles. Sauf que je les fais quand, mes intervalles? Puis si j'ai couru hier, le lendemain, je peux-tu faire des intervalles? Je peux-tu faire les intervalles après une longue? Mais j'ai un 5 dans 2 semaines, fait que là, je vais faire juste des intervalles. Ouais, d'ici là, pour y arriver, hein, pour réussir. Puis il y a quelque chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas mentionné sur le podcast, c'est quand qu'on progresse. C'est en 2 courses. C'est en 2 courses. Mais c'est vrai. Fait que oui, c'est vrai. La progression, c'est entre
deux efforts, ça prend un temps de récupération. C'est là vraiment qu'il y a une consolidation, parce que quand tu vas faire tes fameux intervalles ou ta longue, tout ce qui fait que tu dépasses un certain seuil, bien, en fait, tous les entraînements sont pertinents, mais où tu vas aller chercher le plus d'adaptation puis de progression, c'est quand tu dépasses de façon sécuritaire un certain seuil, puis qu'après ça, tu donnes le temps à ton corps de se solidifier dans cette nouveauté-là. C'est dur à expliquer sans visuel, là. Tu l'avais déjà montré là, avec le principe de surcompensation avec un graphique. On disait, c'est une belle ligne qui monte. Là, wow, on s'approche d'une ligne rouge où on se blesserait parce qu'on vient taxer le corps. Puis là, après ça, on y laisse du repos. Puis là, toutes les structures deviennent plus fortes parce qu'ils ont été sollicités un petit peu plus que d'habitude. Puis ils vont se renforcer, ils vont se réparer. Là. Ou une autre façon de l'expliquer, on a une vitesse de base confortable à la course. Puis là, mettons, je veux augmenter ma vitesse de course. Donc, l'idée, c'est d'aller mettre le corps dans une situation trop difficile, donc l'intervalle de haute intensité, entrecoupé l'intervalle de récupération. Fait que là, je vais mettre, je sais pas, moi, je vais mettre un chiffre là, à 7 minutes du kilo. Je vais faire mes intervalles à 5,30 du kilo pendant 1 minute. Je vais ralentir, marcher, récupérer, puis je vais le faire 5 fois. Donc, je vais avoir surtaxé mon corps parce que j'allais plus vite que la vitesse de base. Donc, je vais avoir créé justement tous les ajustements, les micro-déchirures. Il va y avoir une progression au niveau cardiovasculaire, mais comme tu disais, tout ça va venir se consolider pendant la période de récupération où il n'y aura pas d'effort. C'est pas juste pendant le repos ou pendant le sommeil qui suit la séance d'intervalle. On va faire une séance d'intervalle, il peut y avoir une pause le lendemain. Le surlendemain, on peut retourner courir, mais on ne va pas dépasser justement la vitesse de base que je parlais au départ pour continuer de progresser, travailler son endurance, mais ne pas recommencer à épuiser le corps tout de suite. Dans le fond, c'est un peu comme, tu sais, les gens dans le gym, là, souvent, on va entendre « Ah, aujourd'hui, c'est une journée de jambes, puis demain, ça va être une journée de bras. » Ben, c'est un peu ça qu'on fait à course, dans le fond, en alternant les types d'entraînement. Là. Tu sollicites ton corps, mais de façon différente pour pas tout le temps taper sur le même clou. Oui. Puis, ce que ça sert aussi, le plan d'entraînement, c'est que, justement, il va y avoir une progression, il y a une fatigue qui s'installe. Fait que, comme je disais, après une couple de semaines, tu vas te lever un matin puis tu vas être comme « Ah, je suis fucking fatigué, je vais pas aller m'entraîner, je vais me reposer. » Mais le repos, il y a une logique aussi, il faut l'intégrer de façon intelligente pour qu'il y ait une progression. Tu es fatigué aujourd'hui, tu vas t'entraîner quand même, mais ta récupération va arriver comme la semaine prochaine. Donc, il va y avoir des séances quand même d'entraînement, possiblement même d'intervalle, mais tout ça va être calculé pour être plus court ou moins intense, mais au bon moment. Clairement, puis tu sais, on voit souvent des plans, moi je vous en mets des plans sur 4, 5, 6 semaines. Là. Donc, c'est un 3, 4, 5 semaines d'effort suivi d'une semaine de récup. Une semaine de récup, ça ne veut pas dire que je m'assis et je fais rien. Ça veut dire que je baisse ma charge par rapport aux semaines précédentes, justement pour laisser le temps à mon corps de consolider. Mais il y a quand même du mouvement. Tu bouges, puis même, c'est le temps d'ajouter là, des marches puis d'autres mouvements à travers. On peut y aller avec du cross-training, mais c'est de baisser la charge du sport principal qui, dans notre cas, est la course. Et souvent, les plans vont être faits sur un canevas comme ça, basé sur des grandes études avec des grands groupes où on peut aller chercher du optimal là, mais chaque personne est différente. T'sais, on pourrait arriver avec quelqu'un que, ben regarde, moi, au bout de 2 semaines, 3 semaines, gros max, là, tu as atteint mon max aujourd'hui, présentement. Ben parfait, on va te planifier sur cet horizon-là. Après ça, on réévaluera. Il y a peut-être des gens qui seraient capables d'aller sur plus longtemps. Puis comme tu dis, ta dernière semaine, c'est un peu normal que tu sois fatigué. Là, on vient de te taxer, là, mais le but, c'est de s'assurer qu'on ne dépasse pas la fameuse ligne. Si ça fait 3 semaines que tu es fatigué, non, là, ça ne marche pas. Là. Il y a autre chose qui fait que c'est trop pour toi. Mais d'avoir une certaine fatigue dans les dernières semaines avant une semaine de récup, c'est tout à fait normal. Tu as parlé tantôt d'intelligence artificielle pour venir créer un programme d'entraînement. Je trouve que la ligne est mince. Le plan d'entraînement pourrait être pareil, fait par un coach. La seule chose, c'est que justement, le coach va savoir comment évaluer est-ce que c'est suffisamment difficile, pas assez difficile.
Mais quand on doit s'en remettre à une intelligence artificielle, on sait qu'on peut tricher, puis ça fera rien à personne. Tandis qu'à ton coach, il va falloir que tu rendes des comptes parce qu'il va avoir vu ton entraînement sur Strava, va te poser des questions, il va falloir que tu expliques, puis tu sais, s'il y a une fatigue, c'est correct, là, c'est pas parce que ton coach te surveille, c'est juste pour savoir si le plan te va bien. Mais c'est un petit peu l'objet de l'épisode aujourd'hui. Donc, tu te fais faire un programme avec l'intelligence artificielle, tu peux en mettre plus, tu peux en mettre moins, puis lui, il en fera pas de cas, là. Ouais, puis même à la limite, souvent les IA sont complaisantes. Hein. Ils nous disent tout le temps qu'on a donc une bonne idée puis qu'on est donc fin. Fait que si tu lui dis finalement j'ai pris repos, ah bonne idée, c'est sage, mais tu sais, ça veut pas dire que c'est vraiment le bon conseil. Là. C'est ça. Donc, on va commencer par parler de qu'est-ce qui va se passer si j'en fais plus que ce qui est écrit sur mon programme. Fait que ça peut être pour toutes sortes de raisons. Comme j'ai dit, tu te lèves un matin, ta montre te dit que tu es dans une super forme, profites-en, tu performeras pas aussi bien dans les prochaines semaines. Tu dis, bon, ben je vais rallonger ma sortie ou bien je vais faire des intervalles. Ça peut être juste parce que tu as vu quelqu'un faire une performance, puis tu vois sa progression, puis tu fais « Oh my God, cette personne n'était pas capable de courir plus que 5 km, puis elle a fait 12 aujourd'hui. » Ben là, ça veut dire que moi aussi, je dois être capable. Peut être simplement une question d'ego. Il s'est passé quelque chose dans ta vie, t'as l'impression que tu files pas, puis t'as envie de réussir quelque chose, tu pars, puis tu vas faire une plus longue sortie, ou tout simplement parce que t'es en hostie, t'as eu une mauvaise nouvelle, tu pars ta montre, tu pars courir, puis tu fais comme... Tu y vas avec l'énergie du désespoir, tu risques de dépasser ce qui avait été prévu au programme. T'as des bonnes chances. Ou tu sais, juste l'espèce de convention sociale, ah mais c'est dimanche, faut que je fasse une longue, puis ou tu en as parlé un peu, là, la pression du travail. Hein, tout le monde a sorti aujourd'hui, moi je suis pas allé. Hein. D'un autre côté, il y en a plusieurs qui vont commencer à la course. Là, si tu vas, peu importe que tu demandes à un coach, que tu demandes à l'intelligence artificielle, tu dis, moi je veux commencer à courir, j'ai pour objectif dans 3 mois de courir un 5 km, tu vas commencer avec du fractionné. Fait que probablement que ta première séance, ça va être, tu marches 10 minutes, tu vas faire 3 fois 1 minute de course, 1 minute de marche, puis tu vas remarcher pendant 10 minutes. Fait que là, tu vas le faire la première fois. Tu vas le faire la deuxième fois. 3e séance. Là, la semaine d'après, tu vas dire, hey, ça a-tu du bon sens que je m'habille pour aller courir, puis finalement, je reste dehors pendant 20-25 minutes, puis là, je suis rendu à faire 5 fois 1 minute, 1 minute. Hey, je vais faire 3 fois 4 minutes. Ben, puis il fait fret en plus, ça me tente. C'est ça. Là, je vais geler. Ah non, c'est clair. Qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est ça. Là, le risque, c'est ça. En fait, on va revenir à la base. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps quand on commence à courir? C'est que le corps est habitué de te supporter à la verticale, à la marche, peut-être des petits intervalles quand tu joues avec tes enfants, que tu cours en arrière du vélo, ou ce que tu vas faire une 50aine de pas à la course. Les structures sont adaptées pour supporter ça. Mais tes structures sont pas adaptées pour le faire 5 fois pendant 1 minute, ni le faire 3 fois pendant 5 minutes. Fait que, sur le coup, tu le ressens pas. Tu vas ressentir peut-être un peu de fatigue, un peu de raquage. Mais là, mettons que tu le fais une fois. Puis là, tu le fais une deuxième fois. Puis là, ça a bien été. Fait que tu continues une troisième fois. Puis tu augmentes tes séries ou la durée de tes intervalles de façon trop rapide. Tu sais qu'il va y avoir plus de blessures, de micro-déchirures, de micro-blessures au niveau de tes tendons, au niveau de tes muscles, au niveau de tes articulations, que la capacité que ton corps a de les réparer. Fait que sur le coup, il n'y aura pas de blessure. C'est pas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça va être rendu à la 7e, 8e, 10e fois que là, là, il y a une petite douleur à la course qui est apparue, puis elle n'est pas partie le lendemain matin. Puis là, tu es parti marcher sur l'heure du dîner au travail. Tu le sens encore. Puis là, tu te dis, bon, ben, ça va finir par passer. Je peux pas, là, je suis rendu à faire 2 fois 10 minutes ou 2 fois 15 minutes. Hey, je veux pas lâcher. J'ai bien évolué. Ça fait 1 mois que j'ai commencé à courir. Je veux pas arrêter. Mais là, il y a une blessure qui va s'installer. Puis il va falloir une pause qui va être beaucoup plus prolongée. Puis c'est souvent ce qui fait arrêter la course définitivement à tous les coureurs qui commencent. Parce que tu dis, j'ai même pas été capable de faire 2 fois 10 minutes de course. Puis je me suis blessé. Mais la course, c'est pas pour moi. C'est souvent ça le constat, puis les gens arrêtent. Puis, ou bien, ils disent, OK, je vais prendre une pause. Mais là, tu prends une pause, tu veux reprendre à ton 2 fois 10 minutes. Oui, exact. Tu dis, mais je t'ai rendu là, je vais me reposer, c'est correct. Puis je vais reprendre là. T'sais, personne ne veut reprendre à 3 fois 1. Non, c'est ça. C'est vraiment pas tentant. Tu dis, non, je me suis tapé 1 fois, là, c'est pas vrai, je me tape 2 fois. Ouais. Mais dans les faits, c'est ça qu'il faut faire.
c'est sûr que, puis même, j'ai vu des athlètes d'élite qui avaient des blessures importantes puis qui ont recommencé avec des 3 fois une minute. Ben oui, j'espère bien. Ben, c'est ça. Ah oui? Là, OK, ouais, même des élites qui couraient, puis tu sais, je pense à une, entre autres, là, qui faisait de l'ultra-trail, là, des 160, 200 km, puis elle s'est blessée au psoas ciliaque. Elle a recommencé avec 3 fois une. Puis elle les mettait sur Strava. Je trouvais ça nice. OK, cool. Oui, elle s'expose, puis elle va le montrer quand même pour normaliser ça. C'est-à-dire, ça aussi, ça existe, puis c'est correct. Mais il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. Là. Ça peut être musculaire, ça peut être articulaire, ça peut être tendineux. Toutes ces structures-là qui ne sont pas habituées autant de manger des chocs, d'absorber des chocs, parce que comme tu dis, à la marche, c'est une chose. Mais de courir, c'est 180 chocs par minute. Oui. À 180, pas minute, 180 BPM, c'est 180 chocs par minute que ton corps accuse. Puis qu'il faut qu'il fasse comme, wow, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai jamais vu ça, un choc comme ça, où j'ai vu ça 5-6 fois pour courir après un enfant. Mais c'est tout. Là, qu'est-ce que ça continue? Là, wow, un petit peu. Fait que c'est pas rare, justement. Le tendinite, souvent, c'est ce qui sort souvent. Tous les petits tendons autour du genou, cheville, hanche, ça peut être plein de petits bobos comme ça qui sortent, qui sont plus ou moins longs à guérir. Tu as parlé de retour à la course après une blessure. C'est ça, il y en a beaucoup qui vont abandonner le projet parce que non, c'est pas vrai, je vais recommencer à 3 fois une minute. Puis ils vont sauter d'une étape à l'autre trop rapidement. Mais il y aurait avantage à les respecter. Puis c'est là aussi la limite de l'intelligence artificielle, parce que si tu pars, tu dis, bon, tu pars à 0, tu demandes ton programme pour 3 mois. Si tout va bien, tu vas suivre la progression, tu vas bien aller, puis tu vas faire ton 5 km au bout de 3 mois. Mais là, tu te blesses après 1 mois. Où est-ce que je recommence? Quand est-ce que je recommence? Ouais. Quand est-ce que je vois que, oh, là, je suis allé encore trop loin, il faut que je revienne en arrière. Fait que là, l'importance d'avoir un coach. Puis là, tu dis, ou même juste, c'est ça, comme tu dis, quand est-ce que je recommence? Hey, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas senti à la marche, je vais aller tester. Ouais, c'est ça. Je vais aller essayer, je vais aller le faire, mon 2x10-10. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sors, fait que tu fais ton 2x10-10. Ouais, c'est pas si pire. Le lendemain, tu te lèves, t'as mal partout. Ouais. C'est bon, c'est normal, mais tu sais, ça faisait pas tant mal pendant. Hein? Je peux peut-être essayer celle d'aujourd'hui pour voir. Ah, c'est dégueulasse. Puis on est tellement pressé de recommencer. Puis ça, je l'ai entendu 1000 fois, puis je l'ai fait. Dire justement, je vais aller essayer, je vais aller tester au lieu de se donner vraiment un bon temps de repos puis de récupération. Généralement, là, quand tu as le goût d'y aller, ça en prend le double. Tu sais, c'est pas rare, là. Mais on se dit, hey, je vais pas attendre aussi longtemps. Je vais avoir tout perdu mes acquis que je fais pendant ce temps-là. Mais c'est pas vrai, premièrement. Tu perdras pas de temps d'acquis que ça à faire une pause comme ça. Puis, même si, oui, c'est vrai qu'il faut que tu recules dans le plan, mais quand même, il y a des bénéfices qui restent, mais les risques sont tellement plus grands de recommencer trop vite puis de justement rechuter. Puis là, on parle en début de course ou un retour à la course, mais ça peut arriver aussi plus tard dans l'entraînement. Fait que là, je parlais d'un 5 km dans 3 mois. Mettons, t'es rendu à ta 7e semaine. Dans ton plan d'entraînement, il y a 4 sorties ou 5 sorties dans ta semaine. Puis là, t'as un 3 km, t'as un 2,5. Après ça, t'as un 4. Puis là, t'arrives à la semaine suivante. Puis là, t'as l'impression qu'il y en a moins. Puis là, t'es pas trop au courant que c'est une semaine de récupération. Puis là, tu te dis, 2,5 aujourd'hui? Pourquoi la semaine passée, j'ai fait 3, puis après ça, j'ai fait 4? Pourquoi que j'ai un 2,5 là? On va aller faire un 4. Erreur. Fait que tu sais, tu te dis, ben mon corps est capable de faire ça. J'ai suivi ce que Coach Bill et Coach Zay ont dit. J'ai tout suivi mes fractionnés. J'ai progressé. Mon corps est capable. Mes tendons, mes muscles sont renforcés. Mes articulations aussi. Hey, je suis capable de faire un 4 après un 3. Je l'ai fait la semaine passée. Mais le volume doit tellement être... L'augmentation du volume doit tellement être minime pour pas venir créer une surcharge, parce que c'est pas la même augmentation au départ que quand tu es rendu après 2 mois d'entraînement. Ouais. Parce que tu sais, les premières semaines, tu pars, puis au final, tu vas avoir fait dans tes sorties totales peut-être 2 km dans ta semaine, mais rendu à ta 7e, 8e semaine, tu es rendu à 12, 15 km. Fait que ça fait une grosse charge de faire 1-2 km de plus.
Clairement. Puis vous allez des fois entendre, il y en a qui vont dire c'est à peu près 10% par semaine, une progression qui est soutenable. C'est une grosse règle du pouce, là. Moi, je ferai attention avec ça, là, faut être prudent parce que elle fait du sens dans certaines zones, là, mais des fois, quand on est en tout début ou justement avec plus de kilométrage, à un moment donné, ça tient pas la route, là. Fait que c'est pas vraiment à prendre comme guide ultime, je trouve, le 10%, là. C'est mieux d'avoir un bon plan. Puis surtout, c'est ça. Partir de 0 à faire un 5 km, c'est une chose. 5 à 10, ça n'est encore une autre. Le gap est encore plus loin, même si on fait x2. Puis passer de 10 à 21, c'est quand même extrême. Ouais. Puis on en a parlé, puis on a dit qu'on allait faire un épisode là-dessus, puis on l'a pas fait encore. Puis on va encore effleurer le sujet. Mais il y a une différence entre être entraîné à courir des demi-marathons, puis s'entraîner pour être capable de courir un demi-marathon. Ouais. Tu sais, l'athlète va pas terminer dans le même état ou dans la même condition. Celui qui est entraîné à courir des demi-marathons, il va être pété raide, il va marcher tout croche, il va être déshydraté. Probablement qu'il va avoir besoin de s'asseoir puis de récupérer pendant plusieurs journées après, sauf que la récupération va être beaucoup plus rapide que la personne, c'est son premier demi-marathon, puis que ça fait 7 mois que cette personne-là court, la charge sur le corps va être très grande, puis le retour à la course devrait être comme un retour après une blessure, donc très progressif. Donc, c'en est une autre chose. Si ton premier objectif est atteint, c'était 5 km, ton deuxième, c'était 10 km, il est atteint, la progression, tu dis, ou tu poses la question à quelqu'un, c'est-tu logique, moi, si j'ai envie d'aller courir un demi-marathon dans 4 mois? Tu peux, mais ça se peut que ta progression soit rapide, exigeante, puis là, ça devient difficile, là, rendu dans ta semaine. C'est OK, je vais-tu faire un 7 ou un 9 aujourd'hui? C'est quand même 2 km de plus. Je vais-tu faire un 6 ou un 14? Tu sais, c'est quand même... Fait que c'est là l'importance de respecter un plan, d'avoir l'habitude de suivre qu'est-ce qui est écrit sur la feuille, de pas trop se questionner sur bon, comment je file aujourd'hui, d'y aller à peu près. Tu sais, généralement, les plans que j'ai faits, moi, je les fais toujours à rebours. Je parle, OK, quand est-ce que tu vas atteindre ton événement? C'est là. Parfait. On part du point, c'est, je sais pas moi, 12 mai. Okay. 12 mai, tu as un 21 km à faire. Parfait. On recule, on va te faire, mettons, dépendamment de l'expérience du coureur, ben ça va être sur 8, 12, 16 semaines. Puis là, OK, place ça, toc, 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 toc. Puis là, aujourd'hui, tu cours quoi? Tu sais, la personne me dit, je suis débutant, puis dans 8 semaines, je vais faire un demi. OK, on va oublier ça, là. On va oublier le projet, là. Tu sais, c'est un beau plan pour te blesser. Ça arrivera pas. Tu sais, puis, comme tu dis, peut-être que quelqu'un qui a une excellente forme générale va arriver, va le faire, va le réussir. Mais à quel risque? C'est ça. Puis peut-être qu'il va être correct, mais c'est une anecdote, là. La plupart des gens vont finir débattus de ça, puis avec des blessures qui vont être longues à revenir. Mais en faisant le plan comme ça à rebours, ben, tu vas voir la viabilité de tout ça, puis tu maps ça avec l'expérience du coureur. OK, tu pars d'où t'en es, puis là, on peut même se garder des marges de manœuvre. Là. Tu sais, des plans qui sont tête-tête, là, ça agit qu'une semaine, ils sont un peu plus fatigués ou quelque chose, puis là, ben, oups, ça arrive plus. Fait que, j'ai plus assez de semaines pour faire une progression qui est soutenable. Ben là, on est obligé de tomber dans du risque. Tu sais, c'est à quel point tu tiens à ton événement, puis on va peut-être, OK, on va couper ci, on va couper ça, mais ça tient encore la route, mais on tombe un peu plus dans le danger dans ce temps-là. Là. C'est là que ça prend une personne qui est objective de la situation, puis qui est capable de faire ces calculs-là, puis ces réflexions-là. Puis souvent, ça ne sera pas l'intelligence artificielle. Non, puis encore moins le coureur lui-même. Non, c'est ça. Moi, être correct, hein? Ça devrait être correct. C'est juste une longue que je coupe, tu sais. Mais non, on est les PPP juges, puis t'as raison, il y a pas plus. Mais un coach objectif, mais un bon coach va être capable aussi de dire à son athlète, « Hey man, oublie ça pour cette année. » Tu sais, pour cette année, oublie ton événement là du 12 mai. Mais garde, il y en a un le 16 juin. Ça te tente-tu? On va se raligner là-dessus. On va soigner tes petits bobos. On vient de regagner 4-5 semaines pour te préparer. Tu vas avoir pas mal plus de fun à ton demi-marathon du mois de juin que de te forcer à le faire en mai. Tu vas être
mal d'ici là, tu vas te sentir que t'en fais pas assez, qu'il va te manquer de temps, tu vas arriver là, tu vas t'aligner sa ligne de départ, tu vas te sentir pour préparer, tu vas savoir que t'es pas optimal, puis t'auras pas de plaisir. Donnons-nous du temps. C'est pas facile de dire ça à quelqu'un. Ouais, mais j'ai payé. OK, mais t'as payé, c'est beau, mais après, tu vas avoir l'air de quoi? Tu sais, ça t'a coûté 100$ pour ton demi, puis tu veux pas perdre, entre guillemets, il est perdu 100$. Il est déjà perdu, là, il est payé, puis tu le retrouveras pas. Fait que tu veux juste comme profiter de ce dossard-là que tu as déjà payé pour après ça, au lendemain, être une couple de jours, avoir mal partout, puis être pas bien. Tu sais, c'est pas... Ouais, pas juste une couple de jours, là, tu sais, je veux dire, je l'ai vécu, j'en ai vu des personnes parce que dans le fond, ton entraînement, tu le fais sur plusieurs semaines, tu le fais sur plusieurs mois, fait qu'il y a une accumulation de fatigue. C'est pas juste la journée de l'événement qui va être difficile sur ton corps, c'est cette journée-là, plus la semaine qui a passé avant, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, parce que tu es toujours en surcharge avec des petites périodes de récupération. Ça peut prendre des semaines puis des mois à récupérer de ça, parce que si tu as atteint le seuil du surentraînement, ton corps arrive plus à récupérer. Il est tellement fatigué que même dans les périodes de repos, il n'arrive plus à récupérer. C'est un peu comme ton corps est en burn-out. Oui. Il a besoin d'un extrême repos pour être capable de revenir. C'est ordinaire. Si justement ta course, c'était le 12 mai, passer l'été sur le dos parce que il suffit de dépasser la ligne une fois pour casser. Cette journée-là, il faisait plus chaud qu'à l'habitude. Tu as été déshydraté un petit peu. Il suffit d'une petite chose, là, carrément, pour que ça bascule. Oui. Fait qu'effectivement, c'est à prendre en considération. Fait qu'on a parlé de déroger du plan d'entraînement à la hausse, mais il y a aussi ceux qui dérogent à la baisse, puis qu'après ça vont redéroger à la hausse. Ouais. Ça, c'est un gros risque. Ouais. Ou déroger à la baisse, puis maintenir le même objectif pareil, là. Oui, c'est ça. T'sais, ça recoupe un peu ce qu'on disait juste avant, dire mais ça peut être à cause d'une blessure, mais ça peut être finalement ça me tente pas, je vais la sauter ma longue. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas grave. J'en saute une. C'est ça. Mais la semaine prochaine, tu sais, exemple dans un plan de demi-marathon, j'ai dit ça, 8, 12, 14, 8, 12, 15 affaires. Tu sais, t'as 3 semaines de fil. Mais si tu sautes ta 12, faire 8 à 15, c'est un solide gap, là. Tu sais, déjà, ton coach, il t'avait mis des progressions qui étaient quand même ambitieuses, là. Puis là, toi, t'en sautes une. Imagines-tu? Fait que là, tu as doublé ta longueur de 8 à 15 juste parce que t'en as sauté une. Parce que dans les faits, ta 12 qu'elle servait, passer de 8 à 12, c'est plus 4, c'est énorme. Là, j'ai lancé c'est pas vrai, c'est ça, les chiffres qui sont là, c'est pas bon, là. Tiennent pas tant la route, c'est ça. Mes chiffres font pas de sens, mais je veux quand même l'expliquer. Tu sais, 8 à 12, OK, je vais te faire une progression forte, mais après 12, là, moi, je parle à mon athlète, « Hey, comment ça a été? » « Ah ouais, ça a passé, cool, OK. Là, on va smoother down. Je sais que tu es capable d'aller jusque-là, on a fait un test, mais après ça, on va te donner du repos. » Dans les faits, c'est ça, ça serait pas un 15 après, ça aurait été un 10. Mais si tu sautes celle-là, mais tu fuck tout le plan, là, si personne te le réajuste. Oui. Puis mettons qu'on va dans le plus bas, ta plus longue, c'est un 3 km. La semaine d'après, c'est un 4 km. Puis la semaine d'après, c'est ton 5 km. Tu as fait ton 3, tu sautes ton 4. Passer de 3 à 5 kilos, c'est presque le double sur ton corps. Il est pas prêt à se rendre là. Puis là, tu as un risque justement d'être blessé puis de pas pouvoir continuer ta progression. Parce que après un événement, c'est pas fini. Idéalement, tu voudrais continuer de courir. Donc, c'est ça le risque de venir sauter un entraînement. Mais on le comprend, c'est le pourquoi le podcast existe, c'est d'intégrer la course à pied dans un quotidien, dans une vie familiale. Des fois, les enfants sont malades, ça marche pas. Tu te dis, dans ta journée, tu la prévois le soir après que les enfants vont être couchés. Il y en a un qui commence à faire de la fièvre, t'arrives pour le coucher, il dort pas, il est rendu 10 heures le soir quand tout le monde dort, t'es trop fatigué pour aller faire ta course, tu la sautes. La météo, des fois, elle n'est pas tout le temps sur notre bord. Il y en a qui sont princesses et n'aiment pas ça courir à la pluie. On n'est pas toutes des coachvilles qui aiment ça courir sous la pluie, qui trouvent ça méditatif. C'est tout en ton honneur. On pense au cycle hormonal, les règles qui commencent, des maux de ventre, des charges mentales, trop de jobs. C'est la réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait justement pour sauter des entraînements puis pas risquer de se blesser par la suite? Ben, écoute, c'est sûr que ça prend toute une adaptation. On le nomme depuis le début. Je pensais d'avoir une personne objective, idéalement un professionnel, un coach, un kinésiologue, mais minimalement, tu sais, quelqu'un qui peut observer de façon objective ce que tu es en train de faire, un coureur.
peut déjà te donner une petite idée, là. T'sais, ah ouais, tu as sauté ça, puis tu veux quand même venir faire ta langue avec nous autres. Ou, ouais, il me semble que t'en fais beaucoup. Un coureur va quand même être capable de vous donner au moins une petite visée objective. À moins qu'encore une fois, il soit complaisant comme ChatGPT puis qu'il vous dise « Ah, t'es bon. » Mais, tu sais, dans le meilleur des mondes, ce serait un coach. Sinon, ben, tu sais, il y a aussi de s'écouter, là, hey, check ça, le pléonasme, s'écouter objectivement, comme si ça se peut, mais de détecter, est-ce que ça me tente juste pas de sortir ou c'est pas une bonne idée de sortir parce que je suis vraiment pas bien, je suis malade, puis j'ai plus de bénéfices à me reposer. Est-ce que, tu sais, mais d'essayer d'avoir une évaluation, justement, qui est pas basée sur ça me tente-tu ou ça me tente pas, mais est-ce que je suis capable de le faire ou pas, là? Avec l'expérience, on finit par le savoir, on se fait un plan, on sait comment reprendre, entre guillemets, cette sortie-là, même si c'est impossible de reprendre une sortie parce qu'on n'est plus la même journée, puis ça ne s'intègre pas de la même façon dans notre semaine d'entraînement. Mais justement, si on est débutant dans la première année, la deuxième année, c'est difficile d'avoir un point de vue objectif. Puis je pense que l'idéal, c'est d'aller consulter. Si le saut de la séance était parce qu'il y avait une douleur qui persiste depuis un certain temps, ben peut-être aller consulter en physiothérapie, masso, chiro. Souvent, ils ont les connaissances pour venir, peut-être qu'ils ne retravailleront pas le plan au complet, mais pouvoir dire, ben, pour les 2 prochaines semaines, fais pas des sorties plus longues que 3 km. Parce que tes douleurs apparaissent à 3 km, on va essayer de se limiter à ça. Après ça, tu as le temps de te refaire faire ton plan d'entraînement. Puis sinon, mettons mon exemple avec les enfants, tu avais prévu d'aller faire ça une fois que les enfants seraient couchés vers 8h30, puis finalement, il y en a un qui fait de la fièvre, il est rendu 10h. Est-ce que tu reprends ta sortie le lendemain matin? Tu avais un 5 km à faire le soir, tu le fais-tu le lendemain matin? Moi, je dirais oui. OK. Moi, je dirais oui. Si justement, l'horaire le permet, puis ben là, mettons que la fièvre est guérie, là, puis qu'il peut aller au CPE. Oui, c'est ça, l'horaire est correct. L'horaire est correct. Ouais, moi, je le ferais le lendemain matin. Tu sais, t'es quand même dans un genre de moins de 12 heures, là, ou 12 heures. Par contre, je suis pas sûr que je referais une sortie ce soir, là. Tu sais, là, ça dépend du restant de la semaine. Il faudrait être capable de la décaler un petit peu. Si j'ai des intervalles, mettons, prévus le lendemain. Mettons, c'est le mardi soir, j'étais supposé d'aller courir. Je décide de le mettre le mercredi matin. Puis là, le jeudi, j'avais des intervalles de prévus cette journée-là. Oh, OK. Là, tu me rajoutes des petits... Oui, c'est ça. Je te mets des pièges. Tu vois, c'est ça. Je marche à terre puis tu me pitches les Legos en dessous des pieds. C'est une bonne question. Ça dépend beaucoup de l'athlète. Tu sais, la prudence me dirait, non, laisse tomber puis concentre-toi sur tes intervalles. Quitte à, tu sais, mettons que la personne, ouais, mais là, je vais en avoir moins. OK, je vais faire un deal avec toi. Ton warm-up d'intervalle, au lieu d'être 10 minutes, ça va être 18 minutes. Mais tu vas y aller mollo, par exemple. C'est tout ton bon warm-up. Fait que là, je viens de jouer un petit peu qui a encore un meilleur warm-up. Finalement, c'est moi qui ai gagné. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben ouais, c'est ça. J'ai peut-être mal posé ma question, mais c'était, mettons, le mardi soir, tu avais prévu faire ta course. Finalement, tu te dis, je vais la faire le mercredi matin, mais le jeudi, tu avais des intervalles. Fait que là, est-ce que la personne peut reprendre sa course? Moi, je dis oui. Le lendemain, tu vas avoir tes intervalles. Faut que tout aille bien dans ton corps après ton 5 km. Mais si tu avais comme un entraînement le lendemain, celui-là aussi, je le décalerais plus tard, mettons, dans la soirée pour que tes intervalles aient été faits le matin puis qu'il te reste comme un 36 heures avant de recommencer à t'entraîner. Fait que c'est une façon qu'on peut jouer dans une journée. C'est ça, si on reporte le lendemain, essayer de déplacer dans la journée l'entraînement qui va suivre. Oui. Effectivement. Si, comme tu dis, tes intervalles t'es prévu le matin ou le midi, ben, c'est-tu capable d'aller les faire le soir ou, tu sais, bouger un petit peu comme ça. Mais, tu sais, il va arriver à un moment donné, vers la fin de la semaine. Tu peux pas tout cruncher, là, vers la semaine non plus, là. Non, c'est ça. Ouais. Mais j'aimais ton idée, l'idée de faire ton échauffement pour tes intervalles. Fait que tu viens couper un peu ton volume, puis tu joues avec l'intensité. Parce que c'est ça, si on a un certain passé comme coureur, il y a moyen de faire des sorties de course de récupération, là, vraiment d'y aller mollo sur le corps. Ouais. C'est fou, hein? J'ai jasé avec du monde dernièrement, tu sais, qui sont des bons coureurs qui ont intégré la course. Ça fait plusieurs mois qu'ils courent, mais tu vois qu'ils n'ont pas les années derrière d'expérience de course, là. Tu sais, une des petites choses que moi je vois avec le temps, à un moment donné, tu sais, ta montre, tu ne regardes plus, là. Pas tant, là. Tu sais, OK, je te pose une question, à quelle vitesse tu vas, à combien est ton cœur?
d'habitude, on le sait pas mal. Là. Tu sais, Mhm. à part des anomalies, on se trompe pas tant. Mais ça vient vraiment avec l'expérience. Tu peux pas, ça ne s'apprend pas. Tu peux pas lire un livre ou lire un site Internet qui va dire quand tu te sens comme Ouais. ça veut dire ça. C'est tellement subjectif. Chaque personne se sent différent. Mais tu sais, ça, c'est une chose. Puis après ça, on a beau connaître toute la théorie du repos, puis de donne-toi un break, c'est une douleur, puis c'est un ci, puis c'est un ça. Hey, c'est tough à appliquer, là. Tant que t'as pas, je pense, une certaine maturité, puis une acceptation aussi de pourquoi on court. Tu sais, qu'on n'est pas... Moi, c'est pas ma job, là. Ouais. Tu sais, c'est pas grave, là. Si je prends un petit peu plus de repos, puis je suis capable de revoir mes objectifs, puis justement me dire, ben, hey, je suis pas prêt, puis ça serait cave d'aller faire un temps sur le disque que je me suis programmé en fin de semaine. Ben, je vais revoir mes objectifs. Je vais tout simplement pas le faire si vraiment je suis blessé, ou ben, je vais pas aller me taper un temps, aller me défoncer à l'autre, puis je vais aller courir un peu plus mollo, je vais aller profiter de la vibe pareil, mais je vais être prudent, là, sans tout perdre. Je te pose une autre question par rapport à une sortie d'entraînement qui a été sautée. Est-ce que je reprends mon 5 km le mardi soir, le lendemain après-midi, j'avais un 4 km. Est-ce que je peux aller faire 9 km? Au lieu de 5? Au lieu de ton 5 5, d'hier, puis ton 4 c'est ça, j'ai manqué mon 5, j'ai un 4 le lendemain, je les combine, puis je fais un 9 le mercredi soir. Puis là, le samedi, j'ai une longue, j'ai un 11 de prévu. Moi, je dis non. Ouais. Moi, je dis non, parce que déjà, tu viens de me donner l'indice qui me manquait. Ça veut dire que ma longue est sur du 11, 9. Moi, je qualifie encore ça d'une longue. Si mes longues, c'est 11, 9, c'est long, mais je ne veux pas avoir 2 longues à 2 jours, 2-3 jours d'intervalle. Ça serait du risque inutile. Puis si ma longue, mettons, c'est un 18. Ouais, moi, ça plus m'irait. jouable, hein? Ouais, moi, ça m'irait. Si en enlever un, mettons, OK, regarde, fais 8 kilos, puis... Ouais, en plein ça. Ouais, tu vois, ça, je jouerais avec ça, puis j'adhérerais. Ben, c'est le fun, par exemple, à faire. Puis on le fait de façon intuitive quand on fait des plans puis qu'on suit du monde, mais c'est vraiment ça qui se passe dans nos têtes, là. Tu checkes, ouais, il y a ça, telle personne, ouais, OK. Mais moi, j'adore ça, faire ça, là. C'est du bonbon, faire ça avec quelqu'un. Puis surtout, si c'est un athlète qui te donne de la rétro puis qui t'explique comment il vit puis qu'est-ce qu'il a senti vraiment, là, qui t'en cache pas, là. C'est cool au bout, là. Puis tu sais, on dit que là, j'ai dit, bon, mettons, puis ma longue que j'ai prévue, c'était un 11 ou un 18 le samedi. Mais là, bon, la sortie était prévue le mardi soir. Mais là, je te dis que dimanche, j'étais supposée de faire une longue. J'avais un 14. Puis finalement, je l'ai faite lundi parce que j'ai pas eu le temps de la faire. Fait que là, j'ai fait un 11 lundi. Fait que je fais-tu mon 5 jumelé avec mon 4 le mercredi? Non, moi, je ferais un 6 le mercredi. Ça commence à être beaucoup de sorties reportées, hein? Ouais. Je pense qu'on se questionne sur est-ce que ton plan convient à ton horaire, puis est-ce que le volume est adapté aussi? T'sais, parce que des fois, c'est ça, le 11 fait peur. Fait que là, toute la journée du dimanche, c'est comme non, je vais y aller plus tard. Puis non, il est rendu trop tard. Puis là, le lendemain matin, tu te sens mal. Tu fais non, faut que je pas choisir, faut que j'aille faire mon 11. Tu le fais, ça va être. Mais là, c'est ça. Skipper puis décaler tout le temps comme ça, il y a peut-être une petite modification à faire sur le plan. Je dirais là, que faut que la culpabilité puis la honte, là, mettons, on peut pas l'éliminer, mais on va se dire qu'elle reset à minuit. Hein? Ouais, c'est ça. Tu peux dire, si je peux aller faire mon 5, fuck, puis peu importe la raison, parce que les enfants étaient malades, parce que j'ai procrastiné, parce que j'ai fait un flat, parce que j'ai fait de l'overtime, whatever. Puis là, c'est correct. Vilé, là, hey, j'ai manqué ma sortie, ça me fait chier. Mais le lendemain, garde pas ce charge mental-là, elle te donne fuck all. La tête pas, puis focus sur ce qui s'en vient, puis fais faillite du passé. Fait que, un petit reset à minuit. Ouais. Une autre façon aussi de sauter une course, c'est de faire une demi-course. Ça existe, ça? Je sais pas, c'est toi qui parles de ça. C'est l'heure du dîner. Tant qu'à pas être capable d'aller faire mon 8, ben j'irai pas en faire. Ben non, tu peux toujours aller faire un 4. Absolument. Absolument. Puis je le faisais pas. J'avais beaucoup, beaucoup de misère à faire ça. Comme tu dis, une demi-course. Puis c'est toi qui m'as dit ça. C'est pas une demi-course, c'est une course complète. Ouais, t'as raison. Puis ça m'est arrivé vraiment souvent. On dirait que je me justifie en disant, allez, il est rendu, je sais pas, midi 14. Puis là, il y a de quoi qui est tiré. Puis je me suis pas changé. Hey, dans les fêtes, là, c'est quand même que j'aurais 45 minutes au lieu d'1 heure pour aller courir. Je suis capable de faire encore une très belle sortie. Là. C'est pas un problème.
Mais comme c'est pas le plan que je m'étais donné, j'abdique puis je laisse tomber. Mais cet été, automne, là, ça m'est arrivé quelques fois cette situation-là. Il a fallu que je me parle, par exemple. Parce que j'étais dans mes mêmes pantoufles, patterns, de dire ouais, non, il est trop tard. Qu'est-ce qu'il est Je vais aller trop faire tard? la vraie sortie à soir, genre, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, hey, non, vas-y donc. Puis j'ai fait moins longtemps. Puis pour vrai, OK, j'ai arrêté vraiment épais de pas la faire, là. Puis c'est clair que ton après-midi est meilleur que si t'étais pas allé courir puis t'aurais couru juste en soirée. Puis t'aurais été peut-être plus squeezé aussi en soirée. Ça aurait bousculé effectivement l'heure en soirée aussi. Absolument. Puis une autre façon d'anticiper les incompatibilités d'horaire ou d'événements, ça va être de splitter une sortie. Fait que souvent, c'est ce que je dis, t'as ta longue, c'est un 12 km en fin de semaine, puis là, t'as full d'activité, tout est rush, tout le monde est rush. Regarde, lève-toi plus de bonne heure, va faire 6 km, ça va être moins long. Prends ta douche, fais ta journée, puis le soir, va refaire un autre 6 km. Ça compte, ça aussi. C'est beaucoup de volume. Puis c'est de travailler aussi sur de la fatigue. Ça travaille différemment, mais c'est pas nécessairement plus facile. Puis même des fois, ça va être encore plus difficile de partir 10 heures plus tard, refaire un 6 kilos. Tu fais comme, OK, j'ai eu le temps de refroidir, d'être en train de récupérer. Il y a quand même des bénéfices à travailler comme ça à la course. Oui, tantôt tu parlais, c'est ça, d'en combiner deux, mais d'en splitter, c'est encore bien plus intelligent. Oui, mais ça, c'est quand on l'anticipe. Là. Des fois, on ne prévoit pas d'avance. Oui, effectivement. Quand c'est anticipé, plutôt que d'éviter de se ramasser, là, plus la semaine avance, puis là, c'est comme tu as 5 sorties, mais tu es rendu au jeudi. Non, ça sera pas possible. C'est ça. Tu ne feras pas ça tous les jours, d'en faire une matin, soir non plus. Là, non. Parce que tu te laisses pas justement assez longtemps de repos, mais une fois dans la semaine, c'est vraiment pas un problème. Mais ça peut permettre justement de réorganiser ta semaine pour qu'elle soit viable. Je pense que le cue à se rappeler, c'est on essaie d'éviter de faire, mettons, 3 journées collées très rapprochées. Fait que si dans ta semaine, tu n'arrives plus à recéduler tes courses, puis pour avoir une journée de repos, va falloir que tu l'enlèves, que tu la skippes, puis que tu revises ton plan. Mais si tu es capable encore de coller 2 courses, puis d'avoir une journée de récup, c'est très jouable. Oui, c'est un bon guideline parce que c'est vrai que si ton début de semaine est chaotique, tu es rendu au mercredi que tu n'as pas couru, tu n'as pas jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est ça. Là, on tombe dans le risque aussi. Puis il y a une autre chose, mettons, devancer des longues. Si tu as fait ta longue le dimanche, puis là, tu tombes dans ta semaine suivante, tu te dis, je vais faire ma longue lundi. Ça marche pas, ça non plus. Tu peux pas taper. Ça fait 2 longues en ligne. Là. L'horaire, même si c'est 2 semaines différentes. De calendrier, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Ton corps le sait que c'était hier. C'est ça. Ton corps se rappelle de sa longue. C'est ça, il y a juste Trava, lui, qui a fait un reset pour la nouvelle semaine. Ben ça, hein. Asti que c'est rendu que ça me joue dans la tête. Je regarde mon nombre. Avant, je checkais jamais ça. Puis des fois, je regardais ma montre, je faisais, non, c'est vrai, la semaine a recommencé. Tu sais, je le voyais pas directement sur l'écran d'affichage de ma montre. Mais là, comme là, vois-tu, j'étais à 15,7 puis ça me gosse pour le dimanche. Ah ouais, hein? Ah ouais. Tranche de vie. Un autre point, tantôt, tu parlais de quand est-ce qu'on en fait un peu moins puis que c'est dangereux. S'il y a un moment où je pense que c'est le meilleur plan d'en faire moins, c'est juste avant un événement. Parce que souvent, c'est là qu'on va en faire trop, qu'on va en faire plus. On se sent pas prêt, on se dit j'aurais dû en faire un peu plus. Ma semaine 5-6 sur 12, hein, j'ai skippé un peu, fait que là, il me reste du temps, je vais essayer de remettre ce millage-là pour avoir un plan parfait, pour avoir tout fait. Et ça, c'est pour vrai la pire affaire pour se blesser. Parce que techniquement, t'arrives, t'es au top de ta fatigue à la fin de ton plan, mettons une semaine de ton événement. Puis là, dépendamment là, des athlètes puis des durées, etc., là, on va parler, mettons, d'une semaine ou deux là, d'affûtage où là, on réduit la charge de façon importante. Puis ça a une importance, cette période-là. Le but, c'est de reposer ton corps au maximum parce qu'on sait que tu vas aller donner un gros impact à ta course pendant ton événement. Fait que c'est d'être sûr que toutes les structures sont réparées, sont de façon optimale. Ce repos-là est bon. J'ai souvent des gens qui m'ont demandé « Hey là, j'aimerais ça en faire une de plus, qu'est-ce que t'en penses? J'étais à une semaine de mon événement. La semaine passée, j'ai fait mettons pour un 10 km, la semaine passée, j'ai fait un 8. Il me semble que j'irai refaire un 9 cette semaine. » Ma réponse est toujours la même. C'est aujourd'hui, à ce jour, à quelques jours de ton événement, tu as beaucoup plus de bénéfices à te reposer qu'à t'entraîner plus fort.
tout ce que tu fais à ce moment-là, c'est que tu ajoutes du risque. Pendant ta sortie, il peut arriver quelque chose. C'est quelque chose qui arriverait n'importe quand, mais quand même, tu peux te tordre une cheville. Tu es en fatigue, fait que tu es moins vigilant, tu es supposé de te reposer là, à ce moment-là. Fait que tu es bien mieux de maximiser ton repos pour arriver au pic de ta forme, puis tout est top-notch pour ta course. Mais tu as raison, tu as dit ça pourrait arriver n'importe quand, mais non. Comme tu as dit, tu es en très, très grande fatigue. Tous tes muscles sont fatigués, tes articulations sont moins solides, ta vigilance, ta tête est moins là. Clairement, tu as plus de chances de piler sur une roche puis de te tordre une cheville que si tu étais moins fatigué. Oui, puis je l'ai vécu avec une amie, c'est comme vraiment proche. Là, c'était pas pour déborder de son plan d'entraînement. Là, c'était prévu cette sortie-là, mais c'était vraiment dans un état de fatigue, proche d'un événement, un entorse. Fuck l'événement, tu peux pas le faire. Là. Ouais. Fait que c'est important aussi à checker ça. Pour ce qui est justement des semaines de récup, des semaines d'affûtage, souvent ce qu'on entend, c'est 7 jours avant, t'en refais une durant ta semaine. Mettons que l'événement, c'est le dimanche, t'en refais une. Fait que, mettons, le mercredi, jeudi, une petite sortie de course, puis t'en refais pas. C'est pas obligatoire, cette sortie-là. Les gens... c'est quasiment gênant de la donner parce que tu te dis... Souvent, les gens vont en faire plus, là. Tu sais, on parle des gens qui vont pas suivre leur plan d'entraînement, mais c'est souvent à la hausse. Fait que tu dis, bon, ben, tu referas une sortie de 4 km, la personne va faire une sortie de 6 km pour être sûre. Mais dans mon cas à moi, je sais pas si mon corps a besoin plus que les autres de récupérer, mais ma semaine d'affûtage idéale, c'est un 2 semaines sans course. Zéro. Rien. Fou, hein? Ouais. Fait que, tu sais, puis je l'ai pas fait volontairement la première fois. Ça a été parce qu'il y avait une petite douleur. C'est comme, il faut vraiment que je récupère. Puis clairement, j'étais top-notch après 2 semaines. Puis tu déconditionnes pas tant que ça. Tu sais, en date de 3 semaines, il n'y a pas de perte de performance. C'est vraiment au-delà de ça. Puis si tu es complètement alité, fait comme tu disais, tu fais de l'entraînement croisé, tu peux aller marcher, tu peux t'entraîner autrement, de façon sécuritaire parce que tu ne vas pas te blesser pour ton événement. Mais fait que c'est ça. Cette période-là de récupération est vraiment importante. Puis s'il y a quelque chose, si on veut jouer dedans, à la limite, on va la rallonger et non la raccourcir. Effectivement. Tu sais, t'as nommé, moi, je suis de ceux qui, mentalement, j'ai de la misère. Après 3 jours sans course, je me demande si je suis encore courir, là. Je me dis, il me semble que là, ça va être... Puis souvent, ça me prend 3-4 pas. Je me dis, ah ben oui, OK, je m'en souviens, c'est correct, ça me réconforte. Fait que moi, je suis de ceux là, qui va aller faire une petite sortie le jeudi. Peut-être vous allez entendre aussi des gens qui il faut que tu te tapes une course all out là, justement 3-4 jours avant pour vider tes réserves de glucides, puis après ça, tu fais du carb loading. Hey, pour vrai, oui. Scientifiquement, tu peux y arriver parce que là, tu crées un taux, justement, là, les fameuses petites portes que tu parlais où là, tout est ouvert, puis tu peux aller fouler ça de glucides, mais ça vient encore une fois avec un gros lot de risques, tout ça. Fait qu'il faut calculer cette sortie-là, le petit gain qu'elle va te donner en optimisation d'ingestion de tes glucides versus le risque de blessure, fatigue, etc. Fait que je le dis là parce que ça existe, il y a des gens qui vont vous dire ça, il faut que tu ailles en taper une vite pour avoir un bon carb loading. Textbook, oui. Mais c'est à faire de façon excessivement prudente. Moi, je préfère dire, regarde, va faire ta petite sortie là, qui te permet de garder tes jambes qui bougent, mais force à rien, justement pour ne pas te blesser inutilement. Puis si tu as besoin d'un carb loading parce que tu es dans une très longue distance, fais-les. Puis pour vrai, il n'y aura pas une si grande différence que ça, là. Tu vas arriver à peu près au même résultat. Mais c'est ça. Et puis il y a une capacité limitée aussi là, de stocker des glucides. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, peut-être pour les athlètes de très haut niveau, pour question de secondes, peut-être que ça va faire une différence au niveau de la performance, mais pour le coureur qui court au jour le jour, là, il n'y aura probablement pas de différence. Puis dans ta façon de t'alimenter, probablement que tu manges déjà suffisamment, à moins que tu aies tendance à te sous-alimenter puis que tu veux vraiment comme pas prendre de poids puis que tu as l'habitude de faire ça. Si tu en vas courir un demi-marathon, ça se pourrait que tu manques d'énergie pendant ta course si tu n'as pas bien mangé les 3 jours qui précèdent ton événement. Mais là, 3 jours avant ton événement, tu sais qu'il faut que tu manges. Fait que, tu sais, il n'y aurait pas tant d'avantages que ça à le faire. Puis c'est un gros guess, là. Et
Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, pour faire ça, puis aller chercher le petit mini-optimisation, ça veut dire que ton carb loading, il faut que ce soit bien fait aussi, là, que ce soit les bonnes choses. Puis là, pour vrai, moi, je pense que... Faut coacher aussi, là, pour faire ça, ouais. Total. Faire un nutritionniste. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais juste les 3 jours avant ton événement, là. C'est quelque chose que tu bâtis, là, pour favoriser ton corps à avoir plus de réserves. Faut que tu le fasses souvent, ça, de te brûler, de les vider complètement puis de les remplir pour qu'il y ait plus de réserves. Mais c'est pas en dedans de 3 jours que des nouvelles réserves qui vont apparaître, là. Absolument. Puis on a tendance à te parler des élites. On a tendance à prendre un élément des élites. OK, lui, il prend des gels, telle affaire, je vais prendre ça aussi. OK, ouais, mais lui, il dort 10 heures par nuit. Puis lui, il travaille pas le jour. Puis lui, tu sais, il y a plein d'autres choses que ces gens-là font. La recette, c'est pas un élément, là. Non, c'est ça. C'est vraiment l'addition de tout ce qu'il fait qui fait qu'il est arrivé là. Fait qu'on a fait pas mal le tour. On en fait-tu plus? On en fait-tu moins? Je pense que la vraie question, c'est quoi le risque d'en faire plus? Est-ce que je vais en tirer un avantage? Si j'en fais moins, comment est-ce que je peux compenser ça parce qu'on veut pas non plus être toujours dans le moins? Est-ce que c'est un besoin d'aller ajuster le plan? Y est-tu trop difficile, entre guillemets? Est-ce qu'il ne correspond pas à notre routine? On en a parlé. Il y a moyen de faire un plan d'entraînement sur 7 jours, mais on peut faire un plan d'entraînement sur 10 jours, sur 14 jours, si c'est ce qui convient le mieux avec l'horaire qu'on a dans le quotidien. D'en faire plus que le plan d'entraînement, c'est le risque que ça casse avant ton événement. Le fait de ne pas en faire assez fait en sorte que ta progression ne sera pas assez avancée pour ton événement. L'idée, c'est de garder une assiduité, essayer de viser la constance, de pas trop écouter son mental qui dit « Ouais, là, matin, il me semble que je pourrais rester couché. » Continue, t'habiller, garder ta routine, puis faire les efforts nécessaires. Si tu te rends compte que c'est trop difficile, qu'il y a de la fatigue, qu'il y a de la douleur, juste aller consulter un professionnel de la santé, un kinésiologue, un massothérapeute, physiothérapeute. Tout le monde est formé pour te donner un coup de main à travers ton plan d'entraînement. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire et un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Carrément pour que ça bascule. Ouais. Fait qu'effectivement, c'est à prendre en récupération. C'est à prendre en considération. Météo de merde. C'est toi qui as écrit ça? Non. Kid malade, vie météo de merde, c'est pas toi? Non. J'ai rien à dire là-dessus. D'accord. On attend-tu Justine Infini de Ouais. préparer son lunch? Sinon, au micro, ça capte à côté. Là, ma fille, ça fait du J'entendais gâteau. la Là. vaisselle, Ah, je c'est ça. l'entendais. Là, elle cognait pour faire de la glace, puis tout, je suis comme, OK. On t'entend, Joe? Elle nous entend pas des écouteurs à ses oreilles. Ah, c'est ça. Justine! Joe, on t'entend, tu fais beaucoup de bruit. T'as terminé? OK. Est-ce que tu cognes sur le comptoir? T'as fini? OK, super. Hein? Non, c'était pas Carl. OK. Ta gueule, Bill.